dans la continuité de ce que nous a présenté notre député Moetai Broderson aujourd'hui, je voudrais vous parler de Méridien Zéro de Muraro, qui est passé totalement inaperçu lors de sa publication en 2020, puisqu'il a été publié l'exacte veille du confinement à Tahiti. Donc on n'en a pas tellement entendu parler. Et pourtant, ce roman s'apparente à un ovni littéraire dans sa volonté de proposer dans un même texte, dans un même récit, à la fois une contre-utopie et Tahiti et ses îles, lieu d'un investissement utopique légendaire pour ceux qui ont vu dans ces terres enchanteresses l'image idyllique d'une nouvelle citerre. C'est donc un apax qui s'offre à nous, un objet inédit dans sa volonté de faire coexister la projection anticipée dans un futur dysfonctionnel, froid et déshumanisé, et le lieu solaire et chaud d'une utopie collective. Alors, vous aurez constaté, comme moi ces dernières années, le grand succès de cette vague de fiction qui anticipe l'avenir des sociétés. Dystopie, contre-utopie, anti-utopie sont ainsi devenus ni plus ni moins le genre dominant de la jeune génération, mais pas seulement. C'est un bien de consommation culturelle auquel on ne peut échapper, écrit Laurent Bazin, qui observe que ces narrations ont envahi les pratiques culturelles, la littérature, la publicité, le cinéma, les jeux vidéo, mais aussi notre monde contemporain, si l'on se réfère à l'actualité militaire, à l'actualité politique ou sanitaire. Alors, dans la sphère anglophone, tout le monde aura noté le succès phénoménal d'œuvres comme Hunger Games, Divergente, La Servante écarlate, qui ont toutes connu un succès retentissant. Mais en France également, on a cité, Moetai Broderson a cité Soumission de Houellebecq, Les Géants de Leclésio ou encore 2084, La fin du monde de Boualem-Sansal, qui a obtenu en 2015 le Grand Prix de l'Académie française. Par ailleurs, plus spécifiquement au cours des 10 dernières années, la conjonction des crises auxquelles nous sommes confrontés a donné à la contre-utopie contemporaine une coloration nouvelle si l'on considère certains courants comme celui de la collapsologie, telle qu'elle est définie notamment par Pablo Servigne, qui envisage de façon transdisciplinaire les conditions d'effondrement de la société thermo-industrielle. Muraro, dont le roman nous présente un monde en cours d'anéantissement, s'inscrit indéniablement dans cette mouvance nouvelle du genre, habité par l'idée d'écroulement civilisationnel. Sylvie Ortega nous en a parlé un petit peu avant-hier. Alors, je voulais rappeler ici l'étymologie de ces termes, mais faute de temps, je vais devoir passer. Je voudrais quand même souligner ici que j'utiliserai ici plus volontiers le terme de contre-utopie, même si je souhaite rappeler que ce soit dystopie, contre-utopie, anti-utopie, les trois appellations renvoient à une même définition générique de roman d'anticipation qui imagine les conséquences de choix politiquement problématiques de la société contemporaine en accentuant les traits. Pardon, c'est pas la bonne... Voilà. En accentuant les traits, donc en poussant à l'extrême leur caractère questionnable, la dimension monstrueuse de ces choix politiques apparaît de façon saisissante. Ces genres sont donc des genres éminemment politiques. Ils le sont historiquement, si on se rappelle effectivement l'émergence de la dystopie moderne. Moetai Broderson rappelait tout à l'heure Le meilleur des mondes et les ouvrages d'Orwell, qui dénonçaient les dérives totalitaires et des régimes politiques ou les effets délétères de la société de consommation. Mais ces genres sont politiques surtout parce qu'ils constituent un contrepoint, une mise en garde contre les possibles éventuels d'un présent questionnable et la tentation de prendre pour argent comptant les discours dominants. En tant que forme de résistance culturelle aux systématisations et aux monolithes de la pensée modélisée, dystopie, contre-utopie et anti-utopie constituent donc des outils de pensée particulièrement précieux pour envisager le devenir des sociétés. En janvier 2017 paraît Dérapage, une contre-utopie déjantée imaginant l'enlèvement de Nicolas Sarkozy par un commando libyen islamique. En septembre 2018, François Medline publie cette fois Tuer Jupiter, qui met en scène l'assassinat d'Emmanuel Macron.
De fait, l'une des problématiques engagées par cette politique, cette littérature à potentiel heuristique pour temps incertains, comme la nomme Rumpala, est la question de la porosité que ces fictions laissent paraître entre fictionnalité et factualité. Ce que les fictions décrivent ressemble à s'y méprendre à notre présent. Aussi pourra-t-on se demander quels horizons dysfonctionnels le roman de Muraro, qui figure un lointain particulièrement proche, offre à notre imagination en même temps qu'à notre réflexion. Sur quels écueils de la société contemporaine le roman nous alarme-t-il ? Par ailleurs, le roman étant divisé en 2 temps, l'un se déroulant en Europe, l'autre dans le Pacifique, on pourra se demander quelle place Tahiti et ses îles occupent dans cet univers dysfonctionnel. Est-ce que les îles prolongent la déformation dystopique proposée par la première partie du roman, ou est-ce qu'elles constituent une bulle protégée des affres d'une modernité désavouée ? Comment l'auteur joue-t-il de la distance entre utopie et contre-utopie ? Dans une première partie, je vous propose donc d'observer comment la représentation d'un monde en cours d'effondrement donne lieu à une mise en cause des grandes utopies de notre civilisation. Et dans une deuxième partie, je m'interrogerai sur le nouveau paradigme potentiel que constituent Tahiti et ses îles. Le roman se projette donc tout d'abord en Europe, dans une époque assez peu éloignée de la nôtre, dans une ère de désenchantement idéologique et politique. L'échec de ce qu'il nomme les sociales eurocraties se lit dans la remise en cause du système consumériste des sociétés, des démocraties occidentales actuelles. La pollution et les catastrophes climatiques rognent Paris, les bâtiments en pierre ont été rongés par les intempéries, les gargouilles de Notre-Dame ont été grignotées par les pluies acides. La politique n'est plus qu'une modalité du marketing réduite à des éléments de langage dans lesquels les formules oxymoriques aboutissent à des non-sens. Et l'expression publique des masses en est réduite à cliquer sur des pouces rouges ou verts. Discrimination participative, apartheid positif, privatisation de la solidarité, transition polluante, paupérisation positive, développement durable, telles sont les expressions utilisées par Muraro, vraiment révélant les concepts politiques les plus fumeux les uns que les autres et qui révèlent surtout une vacuité idéologique et une absurdité dont l'auteur s'amuse visiblement. Et c'est sans doute l'un des traits les plus originaux du roman de Muraro, quand on se rappelle que les dystopies sont toujours écrites dans une atmosphère anxiogène, et quand on pense à la noirceur de ces romans, ici, l'humour et le sens de la dérision sont des façons d'épingler les dysfonctionnements en donnant une forme de légèreté au roman. Dans cette société qui a un arrière-goût de fin de cycle, la violence apparaît comme un exutoire nécessaire. Le peuple en avait des écharpes plein le derrière à force de polémiques, de promesses et de programmes à bâton rompu, nous dit le texte. Il devient une masse explosive. La scène liminaire de décapitation du PDG de la région France, Mohamed Martin, dont les modalités et l'atmosphère rappellent à la fois celles des Jeux romains et de la Révolution française, nous dévoile une forme de sauvagerie post-démocratique placée sous le signe du grand show télévisé. Ainsi, dans une ambiance aussi joyeuse que cadavérique, le peuple chante-t-il « quick, quick » et mime-t-il des ciseaux du bout de ses doigts tendus avant de faire décapiter le PDG qui se dirige vers la guillotine sous une huée d'injures et des mégaoctets d'insultes. La tête tombée, c'est une standing ovation de la foule. Même Louis XVI sur l'échafaud aurait eu une meilleure cote de popularité, glose le texte. De fait, les images, la publicité, le marketing ont pris le pas sur toute autre sphère d'influence. Les images sont partout dans ce roman qui propose ce qu'on pourrait appeler une esthétique du zapping, saturant la trame narrative d'images publicitaires liées à l'actualité ou encore à des reportages. Toutes les images se valent et nourrissent la même idéologie consumériste. Les télés sont allumées en permanence pour s'assurer que nul n'échappe à une propagande qui ne dit pas son nom, le but ici étant d'endormir la population par les images,
des images qui le maintiennent dans un confort végétatif et l'empêchent de réfléchir. L'une des chaînes de télé s'appelle d'ailleurs TV Lobotomie, et comme pour les autres chaînes, canulars, contre-vérité, fake news, faux direct ont envahi l'espace cathodique comme ils ont envahi l'espace public d'une population qui n'a plus aucune certitude sur rien et qui d'ailleurs ne sait plus distinguer le réel du virtuel. Les derniers mots d'un pilote qui s'écrase seront « Ne vous inquiétez pas, je me suis entraîné sur les jeux vidéo ». Comme tous ses compatriotes, Bleu, donc le personnage principal du roman, est scotché devant sa télé comme un légume. Il se livre à des séances de visionnage en position fétale, absorbé par les incessantes images qui l'empêchent de penser et le maintiennent dans la jouissance d'un instant présent capitonné. Qualifié par l'auteur de branlomane végétatif, il alterne ses séances de visionnage en position fétale avec des séances masturbatoires devant des images pornographiques. Cette agonie encéphalique se partage ainsi entre porno, jeux vidéo, dont il monte le volume pour oublier sa solitude. Bleu, pourtant, ne vit pas seul, il vit avec Rose, sa compagne. Appeler ces deux personnages, Bleu et Rose, est en soi une provocation. Elle sert à donner le ton de l'œuvre à l'époque où c'est bien ça, oui. À l'époque où les questions de genre et de stéréotypes sont devenues des sujets sensibles, m'a confié l'auteur. C'est par le biais donc de leur subjectivité que le roman, qui alterne leur voix narrative, nous fait vivre leurs aventures. Ce sont d'ailleurs pas les deux seuls, puisqu'il y a aussi Trésor, le bichon maltais obsédé, qui partage avec le lecteur ses considérations métaphysiques. Cette alternance des voix juxtapose des subjectivités d'entités qui semblent vivre en parallèle dans le même monde, mais sans réelle rencontre. Lui fantasme sur l'enveloppe matérielle de femmes réduites à un format vidéo, tandis qu'elle s'interroge sur le fait de s'acheter un robot entièrement destiné à satisfaire ses besoins physiques. C'est donc l'union des solitudes qui les attache, et puis il y a le crédit, et c'est moins cher de voyager à deux. Vide ontologique, vide social, vide affectif, les êtres sont devenus des collaborateurs silencieux de leur époque. Aussi, la publicité sur Tahiti, sur laquelle Bleu tombe, apparaît-elle comme une bouée de sauvetage, un moyen d'échapper à la vacuité de leur vie dénuée de sens. Tahiti et ses îles constituent-elles la promesse d'un nouveau paradigme ? Le déplacement géographique fonctionne dans le roman comme une avancée dans le temps. Les deux personnages fuient l'ancien monde déliquescent et vont à la rencontre d'une île comme nouveau paradigme. Je rappelle d'ailleurs que l'insularité caractérise l'utopie qui, rappelons-le, est chez Thomas More le nom d'une île. Donc c'est bien sûr en zappant que Bleu tombe tout d'abord sur un reportage télévisé sur l'île de Tahiti. L'île y apparaît à l'abri des conflits et des tumultes de la civilisation globale. Le reportage montre des enfants, le teint café au lait, se rendant à l'école en pirogue ou agrippés aux tortues. Ils y apprenaient consciencieusement et par cœur les œuvres des philosophes des Lumières. Ils vivaient dans une idylle rousseauiste, une vraie carte postale, du Gauguin, nous dit le texte, qui restitue la somme des clichés accumulés sur Tahiti depuis la littérature des Lumières. Or, l'île apparaît comme un espace déceptif pour les deux protagonistes. Rose, qui s'attendait à voir un peuple fier de ses racines, y croise un brassage d'autochtones pluriethniques, produisant une ribambelle de demi-écarterons dilués. Le pays s'était développé pendant la période du centre d'expérimentation nucléaire. La corruption était sous stéroïdes. L'argent et le béton coulaient à flot comme la daube de la French Connection. C'était une manière comme une autre de marchander la paix sociale. En amont, les missionnaires avaient fait du bon boulot. Les locaux avaient appris à aimer le doux Jésus et les principes du marché. Il n'y avait plus qu'à négocier les convictions. Comme l'écrit à juste titre Maëline Lelay, cette description condense en quelques lignes les problématiques socio-économiques et les problèmes écologiques afférents liés à l'aménagement du territoire, soumis à une logique capitaliste depuis l'arrivée du CEP. Ce qui me semble aussi intéressant ici, c'est que l'île décrite est l'île d'aujourd'hui, comme si la déformation dystopique ne l'avait pas touchée et que le courant évoluait
du futur vers le présent et pour finir, comme nous allons le voir, vers le passé. Le nouveau paradigme, c'est sur le motu de Raroya que les personnages déçus espèrent enfin le découvrir. Ils décident en effet de s'installer avec un petit groupe d'hommes et de femmes qui y habitent déjà et qui a fui la civilisation pour y mener une vie simple. La grande lumière des îles, la beauté du paysage qui constituent des contrepoints à la première partie du roman, le lagon d'une couleur limpide et soyeuse, tout est à l'opposé de la société de l'image qu'ils viennent de quitter. D'ailleurs, le règlement imposé par Manouthei et Gilles n'admet ni photo, ni vidéo, ni télé. La publicité est punie de bannissement à vie sous prétexte de maintenir anonymat et tranquillité dans la communauté. La vie simple des lieux construits à partir de coraux et de coquillages se déploie dans l'éclat de la lumière des îles. Un coin pour la lecture fait de 2 fauteuils et d'une table basse abrite une bibliothèque idéale. Alors, la question est la suivante. L'auteur retrouve-t-il au final la carte postale tant décriée ? Eh bien non. La communauté au sein de laquelle Bleu et Rose s'apprêtent à vivre est loin d'être parfaite. Elle n'est d'ailleurs ni plus ni moins qu'un ramassis de bras cassés, de gueules bourrues, entre l'octogénaire parkinsonienne qui prépare le repas en bavant, l'ancienne alcoolique conseiller politique dépressif, la lesbienne militante accusée d'homicide involontaire. Rose se demande si elle n'a pas atterri dans un asile. Mais c'est qui s'est demeuré, s'interroge-t-elle. Pourtant, le parcours de Rose propose une forme d'accomplissement. Une fois Bleu mort, empoisonné par la ciguatera, elle est mise en danger dans le clan et sa survie dépend de sa capacité à s'intégrer. Elle va ainsi se mettre à écailler le poisson, à le vider, à faire le feu, et il semble que c'est au sein de cette société primitive qu'elle va finir par trouver une réponse à son existence. On comprend alors que cette société n'est plus le cliché publicitaire et que leur ancienne vie leur avait vendu, et que c'est en faisant le deuil de cette représentation factice, ultime vestige de leur ancienne vie, qu'elle pourra connaître le bonheur d'une vie accomplie qui passe ainsi par le deuil de l'image et de l'acceptation de ce monde imparfait. Mais le roman ne s'achève pas là. Je vais aller rapidement sur la fin. La montée des eaux est telle que la tribu doit quitter l'île sous peine de mourir. Le roman prend alors des allures post-apocalyptiques. L'effondrement nous projette dans un monde mythique et le déluge qui s'abat sur le monde oblige la tribu à retourner dans un temps zéro de l'histoire. Finalement, la vie des 2 groupes, désormais groupe 1 et groupe 2, s'apparente à un vaste Koh-Lanta dans lequel le groupe 1 finit par asservir le groupe 2 et en faire sa tribu esclave. Donc je voudrais conclure en disant qu'il apparaît que cette spéculation intellectuelle que constitue Méridien Zéro nous invite à réfléchir sur notre présent. Comme le rappelle Christian Gaudin, en contre-utopie, les lieux décrits sont nos pays, et si son temps est autre, il est déjà le nôtre. De fait, la première partie du roman de Muraro représente le processus de déclin dans lequel nos sociétés consuméristes sont engagées, et il rejoint à de nombreux égards les courants de pensée concernés par l'idée d'un effondrement civilisationnel. Selon la progression du roman, ce monde déliquescent qui est censé être le futur est en quelque sorte déjà le passé, tandis que la fin du roman en est un futur possible, un futur post-apocalyptique, post-historique dans lequel l'homme retourne vers le passé, vers un point zéro de son histoire. Le romancier effectue ainsi une révolution et le futur qu'il imagine s'apparente au passé, renouant avec une société de caste, amnésique de son histoire, violente et esclavagiste. Au cœur du roman, comme une bulle temporelle, la société alternative du motu de Raroya, avec sa bande de bras cassés, semble figurer la société idéale. Parfaite ? Non. Idéale, si on se rappelle que l'utopie de Thomas More contenait déjà sa charge dystopique, la société parfaite étant forcément une société liberticide et déraisonnable dans sa volonté d'uniformisation et de perfection. Il paraît raisonnable alors que l'auteur se soit refusé à décrire une société modèle.
Si la carte postale est un mensonge né de l'imaginaire des premiers navigateurs et entretenu par les lois de la publicité et du marketing, la société idéale se doit d'être une société imparfaite. Je rappellerai ici à cet égard que Méridien est aussi une chaîne d'hôtels et que le titre de ce roman, Méridien Zéro, caractérise ce voyage touristique comme un concept frelaté. L'idée de voyage exotique aboutit à un vide, même moins que zéro, comme le souligne l'auteur, qui explique que prendre une ligne imaginaire avec le zéro sonne comme une double négation, un lieu impossible et fantasmé qui n'existe que dans l'imaginaire et qui renvoie fondamentalement à une notion d'échec. Le roman résonne alors en dernier lieu comme une invitation à nous pencher sur notre monde, non pas cette carte postale mensongère, mais le vrai monde, celui qui est encore là, à portée de main, prêt à être sauvé. Je vous remercie.